Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Noémie Delattre, comédienne, auteure, essayiste et sûrement beaucoup d'autres étiquettes encore, mais surtout, Noémie est féministe et n'a pas peur de le dire. Saviez-vous que le plus grand génocide de l'histoire, c'était celui des femmes ? Je ne le savais pas non plus, et avant de quitter ce podcast par peur de propagande féministe, je vous conseille d'écouter par vous-même la brillante argumentation de Noémie tout au long de cet épisode. Avec Noémie, on parle du fait que pour elle, parler de féminisme était avant tout un besoin plutôt qu'une envie. On échange sur les rôles imposés aux femmes par la société, de ce que c'est de subir le regard des autres quand on s'en éloigne et comment réussir à en faire une force. Noémie nous parle aussi de son évolution personnelle et des enseignements qu'elle en a tirés, notamment d'apprendre à retirer du positif de sentiments que l'on cherche habituellement à rejeter, comme la colère. On réfléchit aussi au fait que la conformité rassure et que la différence effraie, et comment on peut réussir à dépasser ce paradigme et d'avoir le courage de créer sa propre identité. En fait, on réfléchit à beaucoup d'autres choses encore, et on partage toutes ces réflexions avec vous. Si vous écoutez régulièrement In Power et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire dans la section avis d'Apple Podcasts. Ça me fait toujours vraiment très plaisir et ça permet à d'autres de découvrir le podcast. Et si c'est déjà fait, alors je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite et à vous souhaiter une très bonne écoute pour ce nouvel épisode d'In Power. Bonjour Noémie, bienvenue sur In Power, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Après, notamment avoir vu ton spectacle la semaine dernière, Féministe pour Hommes. Écoute, j'ai envie de commencer avec une question toute simple. C'est d'où t'es venue cette envie de parler de ce sujet aujourd'hui ? Pourquoi tu avais vraiment ressenti ce besoin de communiquer sur le sujet du féminisme à ta façon, sous un angle particulier que tu vas nous présenter. Déjà, effectivement, tu as commencé par me poser la question de l'envie, puis après, tu as changé en besoin. Et effectivement, il s'agit beaucoup plus d'un besoin et d'une envie, parce que c'est jamais marrant de parler d'un sujet qui saoule tout le monde, et pour lequel tu te fais traiter de vieille aigrie, hystérique. Donc c'est rarement une envie qui motive ça. Ça a été effectivement un besoin qui est né petit à petit. Et en fait, ça s'est vraiment fait petit à petit, c'est-à-dire que ça a commencé, en fait j'étais à la radio sur France Inter, dans l'émission de Frédéric Lopez, et je faisais une chronique toutes les semaines et tout, et puis je me cherchais un peu, j'avais jamais fait de radio, j'étais là un peu par hasard, et Lopez me dit, en fait tu es marrante, tu es intéressante quand tu es en colère, donc raconte-moi chaque fois un truc qui t'a mis en colère dans la semaine. Et en fait, donc je me dis ok super, et donc j'arrivais avec mes colères chaque semaine, et en fait je me suis rendu compte petit à petit que mes colères étaient quasiment à chaque fois liées au fait que j'étais une femme. Que ce qui me mettait en colère, ce à quoi j'avais pas accès, un certain manque de liberté, des comportements déplacés, etc., que tout était dû à mon sexe, quoi. Et donc, petit à petit, je me suis mise à ouvrir cette porte sur le monde qui consiste à le voir séparé en deux, en fait, les hommes et les femmes. Plus globalement les dominants et les dominés, parce que du côté des femmes il y a toutes les minorités, il y a évidemment les personnes racisées, il y a évidemment les queers, il y a évidemment, on se rend compte qu'on est très très nombreux de ce côté-là de la barrière. Et puis après c'est comme une armoire mal rangée, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu ouvres cette porte, tu te prends sur la gueule tout un tas de cartons, de vieux dossiers, puis il y a des gens qui t'appellent. C'est-à-dire que là moi aujourd'hui, d'abord je me suis fait, tu sais, sur Google, j'ai une alerte. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le mot femme et femme au pluriel est utilisé dans l'actualité, je reçois l'article sur mon ordinateur. Ah, je savais même pas que c'était possible, écoute ça. Ouais. Et tu reçois pas trop de notifs, parce que c'est quand même un mot qui, pour moi, est beaucoup employé, mais peut-être qu'en fait, je surestime le sujet de la femme. D'accord, c'est que dans l'actualité. C'est que dans l'actualité, et puis c'est dans les titres. Tu vois, c'est pas dans le corps de l'article. Et du coup, je reçois, donc c'est à 10h, je reçois ma notification, et je reçois entre 10 et 15 articles. Okay. Donc c'est pas énorme, et surtout que c'est généralement assez redondant quand même. Tu vois, mais donc voilà, donc il y a ça qui me... et puis après, tu as des gens tous les jours, surtout maintenant que je suis suivie, alors pas sur Insta, parce que je suis toute nouvelle sur Insta, mais sur Facebook, je reçois une dizaine de messages privés par jour, de femmes, il y a de tout, il y a des adolescentes de 13 à 15 ans, tu vois, ou des femmes de 65, 70 ans qui me contactent et qui témoignent, tu vois, de leur expérience de femme, et du sexisme quotidien, et du coup, c'est horrible, mais là, tu as vu un spectacle qui dure 1h15, j'ai déjà écrit
encore 2 heures de spectacle. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 heures de choses dont j'ai pas parlé, qui sont extrêmement importantes au regard de la condition des femmes. Ouais. Bah écoute, au moins c'est un sujet où t'as matière à discuter. C'est ça, Ouais. vraiment, Et tu vois, je me dis, c'est à double tranchant, je trouve, parler d'un sujet aussi puissant. Est-ce que ça n'entretient pas ton état d'esprit de colère, on va dire? Parce que tu vois, moi d'un côté, c'est un sujet dont j'adore parler, parce que du coup, il y a ce sentiment qu'on fait changer les choses et que c'est une cause qui nous dépasse. Et de l'autre, je me dis, si moi c'était mon seul sujet, parfois je serais vite désespérée ou énervée ou frustrée, tu vois. Ouais, Je me je dis, vois est-ce bien, que c'est, tu vois, quelque chose que tu ressens ou... Écoute, alors, en plus il se trouve que c'est marrant que tu parles de colère parce que ça a été dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans ma vie psychologique, un gros problème. C'est-à-dire que je me suis construite avec la colère depuis toute petite pour plein de raisons personnelles. Et donc la colère est on a tendance à dévaloriser la colère comme étant une émotion, un sentiment purement négatif. Et en fait, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, à canaliser, c'est quelque chose qui peut te dévorer, mais c'est aussi une énergie extrêmement puissante. Et moi, je sais que j'ai survécu à des choses vraiment pas cool grâce à la colère. Ouais. J'en serais jamais là aujourd'hui, je serais jamais peut-être pas forcément stable tu vois, psychologiquement, et puis je ferais jamais ce que je fais, je serais jamais aussi heureuse et aussi épanouie aujourd'hui si j'avais pas été en colère, voilà. Mais après effectivement ça a été un problème, il a fallu que je me fasse pas dévorer par cette colère, et donc j'ai appris j'apprends encore, parce que là tu vois, je te parlais de mon scooter à la fourrière, putain ça m'a demandé vraiment Je te vois en mode relax, mais la crise est passée juste avant, quoi. C'est pour ça, exactement. Ouais. Mais donc j'ai encore évidemment des accès de colère, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, et notamment en l'exprimant et en la transformant. Et en fait là, ce spectacle, au contraire, je n'ai jamais été aussi épanouie, aussi sereine et aussi heureuse que depuis ce spectacle. Parce que quand je vois les dizaines de personnes qui m'attendent à la sortie, qui achètent le livre, c'est pas une question d'acheter le livre, c'est que je me dis que si ils ont déjà payé leur place, ils se sont déplacés, et qu'en plus après ils achètent le livre, c'est bien la preuve, tu vois, que le tu as message réussi leur à a les parlé. toucher, Ouais, et qu'ils voilà. veulent en savoir plus, ouais, je suis d'accord. Et les discussions qu'on a après à chaque fois avec les spectateurs et les spectatrices sont dingues. Il y a toujours énormément d'émotions, énormément d'amour, et en fait d'amour. C'est-à-dire que je me sens, grâce à ce spectacle, appartenir à la communauté des femmes. C'est-à-dire une communauté mondiale, internationale. Je me sens sœur vraiment de toutes les femmes du monde. Je ressens cette solidarité-là que je n'avais jamais ressentie. Enfin, je l'avais un peu touché du doigt. Ouais, je vois tout ce que tu veux vois, dire. ce truc Ouais. Moi aussi, je trouve que bon, la solidarité, c'est une valeur et émotion qui me touche vachement. Parce qu'en fait, c'est pas obligatoire, tu vois, c'est gratuit la solidarité. Et ça me fait toujours énormément plaisir. Et c'est vrai que notamment avec les femmes, je trouve qu'on la ressent beaucoup. C'est magnifique. Et c'est intuitif, tu vois. Ouais. C'est très intuitif. Oui, il y a quelque chose de viscéral. Ouais. Et tu te rends compte, on parle de ce sentiment comme étant un des plus beaux, et notre devise l'exclut. Notre devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre solidarité, tu vois ? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que la devise nous exclut les femmes. Ouais. Fraternité, c'est une question, tu vois, que je me suis jamais posée, et je trouve qu'elle est hyper intéressante à soulever. Alors je demande pas sororité, parce qu'effectivement il n'y a pas de raison d'exclure l'autre moitié, mais solidarité. Ouais. Pourquoi pas liberté ? Et je comprends pas qu'il n'y ait pas un président qui se soit dit, je dis président parce qu'on n'a pas eu de présidente encore, un président qui se soit dit, les gars, non en fait, la devise de notre pays ne peut pas exclure la moitié de la population. Mais en fait, quand on y pense, moi c'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours avec une amie américaine, quand on y pense, je veux dire, aujourd'hui déjà il y a encore des injustices, mais moi ce qui en soi me rend très triste, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que les femmes ont été invisibles, on va dire, de l'histoire, mais en fait c'est pendant 90% de notre histoire. Mais ça fait 60 ans, entre guillemets, qu'elles ont une place. Tu sais que, et moi j'ai entre guillemets honte de l'admettre, mais que je connaissais pas quand est-ce que les femmes quand est-ce que le suffrage universel aux États-Unis était vraiment acté. Est-ce que tu sais quand c'est ? Aux États-Unis, c'est bien avant la France. Ça devait être... Non, c'est au début du siècle. En fait, ils ont eu le suffrage dit universel au moment où ils sont déclarés indépendants, donc à la fin du 18e. Oui, mais là, il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les femmes. Voilà, il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les femmes. Et en fait, les femmes noires ont eu le droit de vote en 1965. Oh, arrête ! Je te jure. C'est-à-dire l'âge de naissance de mon père.
Putain, et ça, c'était en tant que femme ou en tant que noire qu'elle n'avait pas ce droit? Bah, en fait, le double. C'est-à-dire que les femmes l'ont eu avant, D'accord. les noirs ont eu le droit aussi, mais il faut savoir pourquoi les femmes noires, c'était... voilà. Et donc c'est ça que je me dis, putain, mais c'est incroyable. Les femmes n'avaient pas... Tu peux pas ouvrir un compte en banque, tu pouvais pas traverser ton mari, tu pouvais pas avorter, tu pouvais pas prendre la pilule, tu pouvais pas... Je veux dire, tu pouvais pas voyager... Enfin, c'était hallucinant. C'est ça. Et te dire que c'était hier, d'une certaine manière, tu vois, moi, je me dis quand même, ça signifie quoi, quand même, cette peur de la... Vraiment, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, on a pu, pendant si longtemps, réduire la femme à ce point-là. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à se rendre compte que c'était l'égal de l'homme? Mais on s'en est pas encore rendu compte. Enfin, pour moi, c'est pas encore... Ouais, en fait, j'ai l'impression que comme moi, je le sais, les gens s'en rendent compte aussi, tu vois. Maintenant, tu poses la question, c'est comme s'il y avait un avant et un maintenant. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, moi, c'est une continuité. C'est une continuité. C'est une évolution qui, effectivement, heureusement, évolue un peu dans le bon sens. Enfin, évolue dans le bon sens. Mais tellement lentement, tellement tragiquement, tellement... Mais... depuis, dans un premier temps, j'ai été touchée par la cause féministe et par la cause des femmes, etc. Et donc j'exprimais des colères, mais vraiment du quotidien. Tu vois. C'est ça, c'est venu de toi en fait. Voilà, c'est venu vraiment comme ça. Et puis petit à petit, là récemment, en fait, jusqu'à 1 an, je n'avais jamais théorisé le féminisme. Je m'étais jamais penchée sur la pensée féministe, sur la théorie féministe, la philosophie, quoi. J'étais juste dans un féminisme, ce qu'on appelle pop, spontané, quoi. Vivant, du quotidien, voilà. Et puis là, je sais pas pourquoi cette année ça m'a pris, et donc j'ai lu une quinzaine de bouquins sur le sujet et sur les différents courants féministes et sur les éventuelles explications de l'origine de la domination masculine et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment... Enfin, que c'est pas un hasard, c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une volonté délibérée d'oppresser les femmes. C'est pas juste, oui, bah tiens, on était plus fort qu'elles, on a pris le pouvoir. C'est pas la loi de la jungle, comme on veut nous faire croire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des moments de l'histoire du monde où la puissance dominante masculine a délibérément entrepris un travail de sape de l'image des femmes et du pouvoir des femmes, etc. À l'époque des sorcières, les femmes avaient un pouvoir extraordinaire. Il y a eu une période où c'était les femmes qui étaient médecins, c'est les femmes qui détenaient la science des plantes, des médecines, c'est les femmes qui faisaient accoucher les autres femmes, c'est les femmes qui faisaient aussi avorter les autres femmes. Les femmes avaient un réel pouvoir. C'était Moyen-Âge cette époque? Oui. Ok. Ouais, c'était au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, on a tendance à dire que les chasses aux sorcières... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que le plus grand génocide de toute l'histoire de l'humanité, c'est le génocide des femmes. C'est-à-dire que sur la fin... J'ai jamais vu un livre ou une matière sur le sujet, parce que tu vois, à Sciences Po, ma sœur, elle est inscrite dans un cours qui s'appelle Histoire des génocides. Et ils te parlent pas de ça? Non, jamais ils ont parlé des femmes. C'est plus grand que le génocide juif, c'est plus grand que le génocide arménien, c'est plus grand que le génocide... C'est le plus grand génocide de tous les temps, et en plus, c'est pas un peu plus, c'est 4 fois plus. Ouais. C'est-à-dire que... Et donc, pour la raison qu'elles sont femmes. Et pour la raison... C'est ça. Ah oui, c'est un vrai génocide, c'est-à-dire que ce sont des féminicides. C'est-à-dire qu'elles étaient tuées parce qu'elles étaient femmes, elles ont été... Voilà. Et ça a eu lieu, disons... C'est à la fin c'est le XVIe siècle qui a vu la plus grande quantité de femmes tuées, de sorcières tuées. Mais ça commence à la moitié du XVe siècle et ça s'étend jusqu'à la moitié du XVIIe, donc c'est quand même, tu vois, récent entre guillemets. Ouais. Et donc les femmes ont été délibérément tuées, exterminées pour le pouvoir qu'elles avaient. Il y a eu une épidémie de peste colossale en France, enfin en Europe, qui a décimé la population. Donc là, il y avait un gros problème de natalité. Du coup, qui dit problème de natalité dit problème de main-d'œuvre. Parce qu'on est quand même... on permet de... Donc on veut avoir des petits paysans pas chers, tu vois, qu'on va faire travailler, voilà. Donc dit problème de main-d'œuvre, donc il fallait à tout prix relancer la natalité en France. Et donc on s'est dit, on va pas laisser ça aux mains des femmes, ces sorcières qui vont elles-mêmes gérer leurs trucs. Ça serait quand même hallucinant que les femmes soient libres de disposer de leur corps. Donc on va leur enlever leur pouvoir, leur savoir et toutes les capacités qu'elles auront de gérer leur procréation pour s'assurer une forte natalité. Et on va aussi brûler toutes celles qui font pas assez d'enfants, toutes celles qui sont stériles, celles qui sont machin, pour bien dire aux femmes, attention, à partir de maintenant, il faut procréer.
En fait, le départ de la chose sorcière, c'est ça. Mais en fait, tu vois, je vois pas, moi, le lien direct entre le fait qu'on procrée et le fait qu'on puisse être autonome et avoir tu vois, notre propre travail, gérer nos propres affaires. Mais parce qu'au départ, vraiment, les femmes sont considérées d'abord comme de la main-d'œuvre gratuite, puisque pendant que monsieur travaille à gagner de l'argent, elle s'occupe des enfants, du foyer, de la cuisine, de la bouffe, de machin, etc. Donc, et ça, personne n'est payé pour ça. Hein. Ouais, donc, clairement. Pour qu'elles acceptent ça, il faut quand même bien avoir mis dans la tête de tout le monde que c'était normal. Donc ça, c'est un travail qui prend des siècles pour bien enfoncer dans le crâne des gens que c'est normal que les femmes travaillent gratuitement. C'est quand même la description de l'esclavagisme. Hein. Ouais. Et ça existe encore aujourd'hui en France. Hein. Ouais, clairement. Les femmes qui sont en fait des esclaves domestiques et tout le monde t'embrasse, tout va bien. Donc elles sont de la main-d'œuvre gratuite et elles sont aussi des fabricantes de main-d'œuvre pas chère, de force ouvrière avec les enfants qu'elles vont faire. Engendrer. Et pour que l'homme, l'ouvrier, parce qu'au départ ça vient de là, puisse avoir un minimum de pouvoir, lui qui est déjà l'employé de son patron et qui est lui-même esclavagisé, il faut qu'il possède cette femme qui va s'occuper de lui chez lui, qui va s'occuper de ses enfants et qui va lui fabriquer des enfants qui vont pouvoir travailler avec lui et reprendre. Donc pour que tout ça fonctionne, tu es obligé de brider totalement l'élan des femmes. Et là, il n'y a pas eu de... Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Sorcière, un livre de Mona Chollet. Ouais, parce que j'ai entendu le podcast la semaine dernière avec Lorraine Bastide. Ah ouais, elle a reçu... Ouais, elle a reçu la semaine dernière Mona Chollet, et c'est là où j'ai découvert ce terme de sorcière qui, pareil, a en soi une connotation très péjorative et qui en fait est réappropriée aujourd'hui à bon escient, je trouve, pour décrire le mouvement féministe justement. Et c'est vrai que, je pense que je vais aussi lire le livre parce que il a l'air d'être justement, comme tu dis, très éclairant sur d'où ça vient vraiment et pourquoi c'est un sujet. Non. Alors pour moi, le livre le plus éclairant sur d'où ça vient, c'est un livre qui s'appelle Le Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Alors c'est une somme, hein. Mais c'est passionnant. Et elle, justement, c'est elle qui... Je veux dire, c'est elle qui m'a expliqué, comme si elle m'avait pas directement... Moi aussi, parfois, quand je lis, je me sens très proche du personnage et de l'auteur. Mais donc, c'est elle c'est en lisant son livre que j'ai découvert tout ce lien entre la montée du capitalisme et celui de la domination masculine, et l'histoire de la domination masculine. Donc, elle part... Après, j'ai dû lire d'autres livres pour comprendre l'origine de l'origine dont je parle dans le spectacle d'ailleurs. Elle part de la fin de l'Antiquité. D'accord. Ou même elle part de Jésus. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais à partir de là, donc elle montre toute l'évolution. Donc c'est vraiment une somme parce que c'est hyper détaillé. Donc tout le Moyen-Âge, la fin, le début du capitalisme, la Renaissance, tout. Elle te parle de tout ça très très bien. Et elle explique divinement. Mais Mona Chollet dans Sorcière, elle rend compte de tous les écrits qui étaient diffusés dans les églises, partout, etc., pour dire que les femmes étaient des sorcières, que les femmes étaient ceci, que les femmes étaient inférieures, que les femmes étaient... C'est la propagande, en fait. La propagande, mais de la propagande pure et dure. Alors malheureusement, j'ai plus les références là en tête, parce que je viens de le lire, donc j'ai pas eu le temps de le relire et de me faire mes petites notes et tout, mais c'était bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail délibéré de sape qui a été opéré pendant des siècles, essentiellement par le clergé, mais pas que, pour détruire l'image des femmes et leur confiance en soi à tel point qu'elles puissent accepter le sort aberrant qu'on leur a réservé pendant des siècles. Et est-ce que toi, quand tu étais enfant, c'est quelque chose dont tu avais conscience, le fait que cette image n'était pas la vraie? Est-ce que tu t'es rapidement, sentie indépendante, ou est-ce que c'est venu vraiment plus tard du fait de tes lectures ou des personnes que t'as fréquentées Parce qu'enfant, j'ai l'impression qu'on est pas du tout amené, à part si on a de la chance d'avoir eu une éducation hyper égalitaire, mais on est très vite amené à suivre ce rôle-là, et même si aujourd'hui, la plupart des femmes font des études, en tout cas en France, et peuvent être indépendantes par la suite, il y a quand même, je trouve, cette... ça reste j'ai pas envie de dire genre, parce que pour moi ça va au-delà de ça, cette position, de la femme. Mais tout à fait, mais je suis complètement d'accord, on nous élève là-dedans, on nous fabrique, on nous moule. T'avais des frères ou pas, toi? Non. Moi non plus. Donc en fait, j'ai pas la comparaison. Tu vois, mon frère m'a élevé, ils ont été élevés comme ça. Mais bon, en fait, en tant qu'on est 3 filles, je vois quand même qu'on a été élevés d'une certaine manière et que mes amis garçons, c'était pas la même façon, tu vois. Ouais. Non, mais ça, je me suis pas rendu compte de ça. Moi, j'étais enfant unique. J'ai une enfance vraiment très compliquée, notamment avec une mère...
pas du tout maternelle, chef d'entreprise, très virile, tu vois, mais c'était une très belle femme aussi. Enfin, elle était exactement une sorcière des temps modernes, enfin tu vois, et en fait elle l'a payé tellement cher. Et même moi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré ma mère, c'est-à-dire que là c'est seulement maintenant qu'elle est morte que je mesure en fait le courage et la liberté qu'elle avait. À l'époque, moi j'avais l'impression qu'elle avait raté sa vie, qu'elle n'était pas féminine, qu'elle m'offrait un modèle de femme nulle, de mère nulle, et en plus parce que la société entière condamnait, tout le monde disait ah bah. Ouais. Et plus elle réussissait professionnellement, plus elle gagnait sa vie, plus les gens lui disaient ah bah ça, et dès qu'elle avait un problème, elle disait, bah c'est normal. Enfin tu vois, il y avait un truc, c'était horrible quoi. Et dans ces histoires amoureuses aussi, où enfin, tu vois, mon père a été fou d'elle, mais il l'a jamais épousée. Parce qu'on n'épouse pas une femme libre comme ça. Ah ouais, quand même. Ah mais c'était. Et en fait, moi j'ai toujours pensé que c'était parce que ma mère était chiante. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais ça se trouve, en fait, c'est horrible ce qu'elle a vécu. En fait, elle a juste payé sa liberté quoi. Et son indépendance mais d'esprit. Tellement cher. C'est-à-dire qu'elle l'a payé même presque de mon amour à moi. Ouais. Tu vois, bon après, c'était une très mauvaise mère, mais. Elle était une femme formidable, extraordinaire, mais une très mauvaise mère. Ouais. Mais c'est pas fait pour être mère. Ouais. C'est pas j'ai un instinct maternel, c'est de la belle connerie. Et du coup, comment t'as géré après cette colère que t'as eue peut-être de pas avoir le modèle que tu voulais avoir? Est-ce que t'as essayé de t'éduquer par toi-même? Alors pas forcément de m'éduquer, mais en tout cas, comme tu peux le voir, j'ai vraiment fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai des faux seins, j'ai des faux cils, tu vois, je suis tatouée, maquillée. C'est-à-dire que je suis très sophistiquée du coup physiquement. Et j'ai toujours, je me suis mise à la danse classique. Je me suis, j'ai construit une identité féminine très forte. Oui, mais ultra forte, trop forte. Enfin, tu vois, clinquante. Ouais. Pour contrer ça. Et c'est aujourd'hui seulement là, à 40 ans. Que je suis en paix avec ça et que tu vois, je me suis autorisée à me couper les cheveux, que je m'autorise à être quasiment pas maquillée, avoir les ongles courts et sans vernis. Enfin, tu vois, que je m'autorise maintenant à faire ce que je veux en fait. Ouais. C'est-à-dire à mélanger le masculin et le féminin. Tu vois, là, par exemple, là, les auditeurs évidemment ne me voient pas, mais j'ai vraiment la moitié de moi là qui est ultra féminine. Faux seins, faux cils, talons de 12 cm, etc. Mais j'ai une montre d'homme, les ongles hyper courts, les cheveux hyper courts. Ouais. Et tu crées peut-être ton identité qui a été... 40 ans. Ouais. Il a fallu que j'attende 40 ans. Ouais, parce qu'elle a été un peu oppressée ou en fait sous le joug de l'image qu'on voulait que tu aies. Et toi qui t'intéresses justement à l'empowerment et à ce rapport des femmes à leur corps et à leur épanouissement physique, pour moi je l'ai payé très très cher quoi. J'ai vraiment payé très cher justement cette assignation des petites filles à une féminité normée, unique. Toutes les petites filles doivent être habillées en rose, toutes les petites filles doivent être blondes, toutes les petites filles doivent avoir les cheveux longs, toutes les petites filles, et que quand les petites filles deviennent des femmes, elles doivent trouver un homme qui va les aimer. J'ai quelqu'un, ça serait trop beau. Non, un homme. Forcément un homme qui va les aimer, qui va les épouser, qui va leur faire des enfants, dont elles vont s'occuper, et parce qu'elles auront un instinct maternel merveilleux et qu'elles vont allaiter pendant 9 ans. Ouais. Mais tu sais qu'au tel point que moi, il y a une phrase que ma sœur m'avait dit qui m'avait vachement choquée parce que moi aussi depuis jeune, même si j'ai envie d'être mère, je ne me vois pas mon accomplissement personnel là-dedans. Et elle a toujours dit, moi j'ai raté ma vie si jamais je n'ai pas, je vis pas la maternité. Et en fait, en fait c'est même allé plus loin, elle a dit, moi ma réussite professionnelle je m'en fous, ma réussite, même en fait son épanouissement passait par le fait d'être mariée et d'avoir un enfant. Et après, tu vois, j'ai essayé de la faire réfléchir, je lui demandais mais pourquoi, qu'est-ce que ça signifierait grande pour sœur toi? Ou sœur grande sœur. Je lui disais, parce qu'en plus j'ai une sœur jumelle, ouais, là c'était ma grande sœur, et c'est vrai que j'ai essayé de lui demander pourquoi. En fait, moi, depuis récemment, j'ai vraiment cette volonté d'aider les gens à exister par eux-mêmes. Et pour moi, même, j'ai peur de l'amour, entre guillemets, parce que ton bonheur dépend d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et donc j'essaie de lui dire, mais c'est très bien, t'as le droit de vouloir être mère, je dis pas du tout le contraire, mais ne te dis pas que tu ne seras jamais heureuse si jamais tu n'es pas mère, parce que, tu sais, je lui disais vraiment, mais Pauline, imagine t'es stérile, ou imagine il y a un problème, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas arrêter de vivre. Et je me suis dit, waouh, quand même, donc on est en 2018, on n'a pas non plus eu une éducation si genrée que ça, et quand même, elle, son épanouissement passe par le pur fait d'enfanter. Mais tu vois, j'ai pas envie du tout qu'on croie que
méprisent la maternité Mais ou pas quoi, du c'est tout, très c'est beau. pas ça, Mais on ne se résume pas à ça, en fait. Et c'est ça que je trouve vachement dérangeant. Et moi, tu peux pas savoir. Je suis issue d'un milieu bourgeois et le nombre de copines que j'ai dont l'obsession était d'être demandée en mariage et d'avoir un enfant avant tel âge. Enfin, tu vois, et elles ont, en gros, entre 20 ans et 30 ans, elles n'ont fait que ça. Tu vas chercher un mari, etc. Donc, je te cache pas que les 3/4 d'entre elles sont aujourd'hui évidemment divorcées. Ouais. Parce qu'en fait, c'était des mecs qu'elles aimaient pas, ou elles étaient. Enfin, en fait, elles se sont. Pas un seul instant, elles se sont posé la question qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que j'aime, moi? Est-ce que cet homme me plaît? Est-ce que. De quoi. À aucun moment, elles ne se sont interrogées. Elles ont juste suivi un moule en se disant si je rentre pas dedans, je vais être une outcast, je vais être une paria. Donc, je dois absolument faire ça. Et là, vraiment, j'ai en tête des copines, mais notamment une qui a épousé un con et tout. Et c'est dingue. Mais elle en avait besoin. Elle pensait en avoir besoin. Elle avait besoin de passer par la case. C'est bon, j'ai été mariée, j'ai eu un enfant. Ouais. Et maintenant, et depuis, en fait, en plus, elle l'a pas du tout quitté pour se ruer vers un autre mec. Maintenant, elle est très bien célibataire. Elle est contente, tu vois, d'avoir une histoire et un petit zouk une fois de temps en temps. Ouais. Mais je veux dire, elle est pas. Tant mieux, au moins, ça peut-être. C'est triste, mais il faut que ça lui a permis d'avoir une prise de conscience qu'en fait, elle n'existait pas qu'à travers ça. Et ça, c'est super. Mais elle a quand même dommage. perdu. Ouais. Entre les moments où elle a cherché et les moments qu'elle a passé avec ce mec, elle a quand même perdu 10 ans. Enfin, c'est jamais perdu, elle a fait plein de trucs. Et puis ouais, mais elle bon, a ouais. un enfant super et tout. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça aurait pu se passer différemment. En fait, moi, ça vient déjà, je trouve ça absurde d'estimer plus les gens qui sont en couple que les autres. Enfin, c'est genre, moi, les phrases quand t'es au café ou que tu sais, tu rentres de vacances, enfin, c'est vraiment où tu rencontres des gens. Et toi, du coup, t'es en couple? Non. Ah. Et tu sais, limite, il y en a même qui disent mais t'inquiète, tu trouveras bientôt. T'inquiète, genre, mais je suis pas inquiète. Je vais très bien, quoi. Et tu sais, ils le pensent vraiment. Et ça m'a, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai trouvé ça absurde. Ouais, genre, pourquoi, tu sais, il y a quelqu'un à côté de toi, tu vaux plus. C'est fou, hein. C'est assez incroyable. Et c'est pas, là, tu dis toi, les gens, etc., mais c'est pas vrai, c'est pour les femmes. Ouais, t'as raison. Parce qu'un mec, tu lui diras jamais, t'inquiète pas, tu vas trouver. Ah ouais. Tu vas lui dire, ah, tu t'éclates, c'est cool. Ouais, grave. Un mec tout seul. T'en as plusieurs en fait, c'est ça, genre. Ouais, tu filou. Voilà, alors qu'une nana, effectivement, c'est la pauvre. Donc personne n'a voulu, qui n'a pas de maître. Ouais, ah non, mais t'as raison. Alors que le mec célibataire, il est indépendant. Évidemment. Il y a un truc aussi intéressant, enfin bon, t'as dit beaucoup de choses intéressantes dans le spectacle, mais une qui m'a interpellée par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est la vie est vachement plus facile en blonde. Et en fait, t'avais l'air tellement sincère. Et moi, ça m'a grave interpellée. Parce que tu vois, moi, je suis châtain, je suis brune, et je me suis jamais dit, ma vie serait plus simple si j'étais blonde. T'es blonde. Ah ouais, tu me trouves? Oui, t'es dans la catégorie blonde, en fait. D'accord, ok. D'abord parce que t'es très jolie, t'as les yeux bleus, t'as les cheveux longs, etc. Et c'est son châtain clair. Là, t'es une blonde. Ok, ouais. Ah donc toi, en fait, si tu... Moi, j'associe vraiment ça à la carte de cheveux. En fait, toi, tu vas un peu plus loin, Non, mais parce que t'es vraiment... Moi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que t'étais blonde, tu vois. Ah ouais, ok. Pour moi, t'es blonde. Ok. Donc c'est vraiment après une ouais, c'est subjectif, hein, mais... Mais moi qui étais vraiment de toutes les couleurs, j'ai tout essayé. Hein. Vraiment, ce que je dis dans le spectacle est tout à fait vrai. J'ai tout fait. Et c'est hallucinant. Dès que t'es blonde, en fait, tu rentres... Alors, ton lien, il est super intéressant. Je trouve que dans la conversation qu'on est en train d'avoir, tu me parles de ça parce que ça va complètement dans ce que je dis. C'est-à-dire que quand t'es dans le moule, ça rassure les gens. Donc, quand t'es dans le moule, quand t'es dans la place qu'on t'a assignée, tout le monde est OK avec ça. Et ça, les gens sont cool, ils sont tranquillisés. Si tu sors de cette case, il y a une petite angoisse. Et parmi les 1000 choses qu'on attend des femmes, notamment la maternité, notamment la conjugalité, notamment l'hétérosexualité, notamment toutes ces choses-là, la jeunesse, la beauté, etc., on attend aussi, c'est évidemment totalement inconscient, et c'est absurde de le formuler comme ça, mais on attend la blondeur. La blondeur, c'est la norme. Brun, c'est l'autre. Homme, c'est la norme. Femme, c'est l'autre. Beau, c'est la norme. Laid, c'est l'autre. C'est l'altérité, c'est l'autre, c'est le différent, c'est le deuxième. C'est la face B. Et vraiment, moi, je l'ai ressenti. J'étais blonde. En plus, à l'époque, j'étais pas hyper jolie parce que j'allais pas très bien. Mais j'étais considérée comme une belle fille. Je vois, en tant qu'actrice, les rôles pour lesquels on m'employait à l'époque où j'étais blonde, c'était une très belle femme blonde, une jolie blondinette, une resplendissante. Voilà. Quand j'étais brune, c'était une mère autoritaire, une pute toxico. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dingue. Même dans tes rôles, ouais, ça se concrétisait. Ça se concrétise par l'énoncé du rôle pour lequel on t'appelle. Ouais. Et pour celui pour lequel on t'engage. Ouais. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait plus de jobs pour les blondes? Alors,
Non, parce que du coup, souvent. On veut donner le rôle de la femme, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on veut le donner Toxico. à une célèbre, du coup. D'accord, ok. Donc Ok. on va donner le premier rôle, c'est la femme blonde, belle. donc Ouais, non, c'est une mais t'as célébrité. raison, parce que là, je pense Et après, à t'as des... les petits Tu rôles. vois, je pense à des Cameron Diaz, à des... Enfin, ouais, Kate Winslet, tous les... Alors après, une fois que t'es une vedette, tu fais bien ce que tu veux avec tes cheveux. C'est vrai. Tu vois, bien sûr. Mais Mais c'est vrai que souvent, quand écoute, t'es, le premier rôle... quand t'es une nana lambda, tu vois, Ouais, t'es ouais. là, tu vis ta vie, ça change tout quand t'es blonde. Ouais. Les gens te sourient, un truc, c'est... Moi, alors là, brune, les cheveux courts, mais je suis... Enfin, si, T'es une brune. menace. Je suis une menace, et en même temps, il se passe un truc bizarre que j'avais pas du tout évalué. C'est que brune, le fait de m'être coupé les cheveux, les femmes se disent ah bah c'est bon. C'est-à-dire que les femmes, j'ai un rapport beaucoup plus détendu. Je sais pas, il y a un truc. C'est comme si j'avais pas envie de séduire. Ah Le fait ouais. d'avoir les cheveux courts. Et du T'es coup, moins menaçante pour les femmes. moins menaçante pour les femmes, et même les hommes du coup vont plus facilement venir me parler parce qu'ils se disent pas, elle est, tu vois, ils se disent pas, c'est une, tu vois. Ouais, ok, Donc ok. ils peuvent venir me parler en disant c'est bon, c'est un poteau quoi, tu vois. C'est dingue. Ouais, ah ouais, oui. J'aime beaucoup mon rapport au monde depuis que j'ai les cheveux courts. Ouais. Parce que les gens me renvoient. Bah, moi, tu vois, j'ai Et toujours puis- trouvé... Après, j'évite de faire des généralités, mais c'est vrai que... Moi, j'ai toujours admiré les femmes qui portaient les cheveux courts, parce que pour moi, c'était signe d'une assurance. Et justement, ce côté que j'ai réussi à atteindre, je m'en fous vraiment de ce que pensent les autres. Donc voilà, Mais même c'est si vrai. la société veut que j'ai les cheveux longs et blonds, moi je vais les porter courts et bruns. Et bon, après, ça va plus à certaines personnes que d'autres, hein, faut quand même le dire, mais en fait, même si ça te va pas, c'est encore plus stylé, je trouve, d'assumer, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je veux être et c'est ce que je serai, tu vois, que ça te plaise ou non. Et je pense, enfin en tout cas, d'après les messages que je reçois, beaucoup de femmes ont du mal avec ça. Enfin, tu vois, je me souviens même d'une story que j'avais faite avec une robe un peu moulante, tu vois. Ouais. Et une fille m'avait dit oh, continue à poster des stories comme ça avec des vêtements un peu sexy. Ça me donne vachement confiance et ça m'aide à oser aussi en mettre parce que j'ose pas. Et tu vois, bon, malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye un maximum. Bon, là, en tout cas, j'avais vu cette story et je lui avais dit mais ah bah écoute, ça me fait trop plaisir, mais pourquoi t'oses pas? Et elle me dit bah parce qu'après on me regarde, parce qu'après on me fait des commentaires, parce qu'après on me dit que c'est pas ma place. Et putain, j'étais là, merde quoi. Donc la femme ne peut vraiment pas s'habiller comme elle veut. Ce n'est pas normal. C'est dingue. ouais, je te jure. Et en plus, enfin, tu vois, elle avait 15-16 ans et à cet âge-là, les filles sont persuadées. Et tu vois, malheureusement, même des gens dans mon entourage proche, femmes, le disent. Oui, mais en même temps, c'est vrai que si jamais elle met un décolleté ou si jamais elle s'habille court, elle Tout le le cherche monde. quoi. Mais bien sûr. Mais il y a même, moi j'ai une gamine qui m'a écrit un message. Ça, tu vois, tu me parlais de la colère en début Ouais. de trucs, ça m'a foutu en rage. Une gamine elle est au collège ou au lycée, je sais plus, au collège, je crois, 14 ans. Collège en France, hein, en 2018, et elle m'expliquait là que pendant l'été, les garçons avaient le droit d'être en short et en débardeur, mais les filles n'avaient pas le droit d'être en débardeur. Elles n'avaient pas le droit qu'on voit une bretelle de soutien-gorge. Sinon, elles devaient rentrer chez elles se changer parce qu'il n'y a pas de casier avec les... Et donc, elle me dit, donc parfois, on est obligé de sécher l'école pour aller se rhabiller. Et machin. Et pourquoi? Parce que ça déconcentre les garçons. C'est aberrant. Et j'avais envie ouais. de hurler. Et donc, tout de suite, je lui réponds, mais c'était une école privée. Tu vois, je me dis, c'est des bonnes sœurs. Je sais pas. Elle me Ouais. dit, non, pas du tout. Je suis dans l'enseignement public. Et c'était en banlieue parisienne. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah, ouais. Ah, c'est pas possible parce que moi je l'ai vécu dans le privé avec les jupes et tout ce que tu veux, tu vois, que je trouvais déjà aberrant parce qu'en fait maintenant avec le recul, enfin tu vois, déjà à cette époque j'avais cette petite révolte mais qui se concrétisait pas dans les faits avec des arguments. Maintenant, moi je me suis pris plusieurs fois des heures de colle parce que j'étais en jupe. Mais c'est pas vrai. Si, je te jure. Et T'as en quel fait âge j'ai 21 ans. Donc c'était il y a quoi? C'était il y a 4 ans, quoi. ouais, 4-5 ans. C'est pas vrai. Je Les jure. heures de colle parce que t'étais en jupe. Ouais. Et en fait avec le recul, ce qui me révolte maintenant c'est que les mecs, tu crois qu'ils peuvent se prendre une heure de colle pour leur tenue? Bah non. Jamais un mec se prend une heure de colle parce qu'il est en short. Ah, je te jure, nous, ça pouvait être... Si jamais t'avais un décolleté trop grand, tu prenais une heure de colle. Si jamais t'avais une jupe trop courte, tu pouvais être renvoyé chez toi, pareil, pour aller te changer. Enfin... Ah, moi, ça me révoltait. Et du coup, je jouais toujours avec le feu, tu vois. Je faisais toujours exprès de mettre des trucs juste au-dessus du genou. Parce qu'en fait, t'as pas le droit de mettre au-dessus du genou. Donc, je faisais exprès de mettre tout juste. Si jamais il me faisait chier, je la baissais. Je dis non, regardez, c'est... Ah, ça m'a... Ouais. Mais alors, c'est intéressant, la colère, comment t'as appris à la gérer? Parce que même si tu dis que tu travailles toujours dessus, d'après ce que je comprends, t'étais quand même vachement plus en colère il y a quelques années. Ouais. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Si jamais tu peux nous expliquer comment t'as réussi en tout cas à bien travailler dessus.
Malheureusement, enfin, j'étais très très aidée. J'ai suivi une psychothérapie. En fait, comprendre les origines de ma colère, ça m'a beaucoup aidée. Malheureusement, c'est un travail personnel. Chacun doit faire, peut faire en tout cas, voilà. Aussi l'accepter. C'est ne pas, en plus d'être en colère, me dire je suis nulle, je suis en colère. Enfin, tu vois, me dire ouais, je suis en colère. Et alors, enfin. Ah ouais. C'est pourquoi ça? Donc j'ai aussi perdu mon père là cette année, j'ai vraiment une année un peu dure. C'est la montre de mon père et je ne sais pas pourquoi à 6h06 elle fait ça. D'accord. Voilà, tous les jours à 6h06. Non mais c'est beau limite de pas savoir pourquoi. Mais voilà, du coup je le garde. Sauf que c'est aussi du coup comme c'est à 6h le matin aussi. Forcément parce qu'il y a 2 fois 6. Ah bah oui. Écoute, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça. Ouais. Mais donc je ne sais pas. Voilà. D'accord. Mon fils dit elle a prouté ta montre. Donc voilà, c'est le prout de ma montre. À 6h06. Comment rendre le truc beaucoup moins émotionnel, tu vois, ça désacralise le truc. C'est bien, les enfants se pratiquent pour ça. Ça désacralise pas mal. Mais comment j'aimerais bien te faire une réponse intéressante et une réponse qui aide, mais après, non, mais déjà, la psychothérapie, je pense que c'est bien déjà de dire que t'as pas honte, tu vois, d'en avoir fait, parce qu'il y a encore une fois, ce tabou autour de cette question. Enfin, après, c'est vrai que je pense que c'est difficile de trouver un bon psychothérapeute. C'est sûr. Ça, c'est clair que ça peut décourager. J'en ai rencontré plusieurs avant de trouver la personne qui me convenait, mais pour le coup, la personne qui me convenait, c'est une femme qui m'a, je dirais pas sauvée, parce que j'avais pas besoin d'être sauvée, mais qui a éclairé ma vie. Ouais. Vraiment, qui l'a transformé, qui m'a permis vraiment de suivre un chemin dont je suis très... Alors, j'ose dire aujourd'hui que je suis fière de moi, mais parce qu'en fait, j'ai été tellement mal dans ma peau, je me suis tellement pas aimée pendant tellement longtemps, je me suis tellement trouvée moche, pas désirable, gourde... Enfin, c'est la petite fille dont je parle dans le spectacle qui se gratte zizi, quoi. Ouais. Ça, vraiment, moi, je me suis considérée comme ça pendant des années, qu'aujourd'hui, que j'ai réussi que je m'aime, et mais j'en suis tellement fière. Mais tu m'étonnes. T'as toujours rêvé d'être cette personne-là, et ça y est, tu l'es. Chier que j'ose dire, je suis fière. J'ai accompli un truc vraiment colossal, et beaucoup grâce à ce spectacle aussi, où je me mets totalement à nu dans tous les sens du terme. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Déjà ça, je pense que c'est une des réponses, parce que c'est vrai que moi aussi, je pense, si jamais j'avais pas réfléchi à la question, j'aurais du mal à dire pourquoi moi, enfin qu'est-ce qui m'a aidé. Donc les gens qui écoutent le savent, tu vois, moi ça a été le sport, ça a été d'écouter des podcasts, de rencontrer des gens. Mais toi, je pense du coup de t'exprimer en fait. Peut-être que le théâtre a été un moyen pour toi de prendre confiance en toi. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça, chacun... en fait, c'est trouver un moyen de s'exprimer et du coup d'exprimer ce qui généralement bloque la confiance en soi, c'est-à-dire les angoisses, les peurs, les attentes et tout qui pèsent vachement sur nos épaules. Je pense qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver, et c'est pour ça que parfois je demande aux gens sur le podcast ce qui les a aidés, parce qu'il y a plein de réponses différentes et ça peut donner des idées aux gens. Tu vois, pour certaines personnes, ça va être la peinture, pour d'autres personnes, ça va être la musique, et souvent... je disais encore hier avec la fondatrice de Patine que j'ai reçue aussi, c'est souvent quelque chose d'artistique, tu vois, ça en revient à... Et c'est pour ça que moi maintenant, encore une fois c'est paradoxal parce que je suis à Sciences Po, etc., mais on vend les études comme la voie royale d'épanouissement, et je pense que certes ça peut aider, mais que ça aide tellement, et franchement plus, de s'épanouir aussi artistiquement, mais tu vois, au sens très large. Pour moi, tout ce qui est artistique, c'est tout ce qui n'est pas juste rationnel, et tout ce qui va plus être dans la créativité, tu vois, ça aide tellement à s'accomplir que je me dis, putain, c'est quand même dingue qu'il y ait personne pour nous montrer un peu la voie là-dessus, parce que, tu vois, beaucoup de gens finissent par trouver un moyen d'expression, comme je dis, artistique. Ils finissent par pas tâtonner, parce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on aime, mais t'en as vraiment les cas où genre pour eux les études c'est toute leur vie, où le travail c'est vraiment la seule façon, et souvent c'est des hommes, la seule façon entre guillemets d'exister aux yeux des autres. Enfin tu vois, moi je vois mon père il était trader, tu vois, travailler dans la finance, tu peux pas vraiment t'accomplir et être épanoui là-dedans, et ça laisse pas trop de temps pour l'expression artistique. Donc parfois il faut un peu de sport, allez, ils ont 1 heure pour se reposer la tête, mais c'est pas assez, quoi. C'est sûr. Et donc je sais pas si pour toi ça a été le théâtre. Je sais pas pourquoi t'as commencé le théâtre d'ailleurs, parce que du coup t'étais actrice de formation, c'est ça? Moi je suis actrice, oui. Ouais, ok. Moi je suis actrice, autrice,
Maintenant, Donc, ouais, t'as plusieurs metteur en maintenant, scène, ouais, enfin, metteur en essayistes, scène. humoristes. Ouais. Puis je commence à Là, avoir- ça, je commence c'est à être stylé une maintenant. belle slasheuse, là. Choisissez votre Ah ouais. terme. Ouais, je suis une belle slasheuse. Mais donc, à la base, si jamais on Et remonte un peu, moi, j'aime j'ai bien toujours parce que tu sais, actrice. moi, c'est à la fin que je demande aux gens ce qu'ils ont fait Parce avant. que ça peut Mais bon, parce que pour moi, c'est pas en soi le principal. Parce que, enfin, tu sais, les gens, il y a des podcasts qui commencent par t'as fait quelle école, tu vois. Ouais. Je t'avoue, je m'en fous. Désolée. Mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi tu t'es orientée dans ce milieu. Mais en fait, moi, quand j'étais petite fille, enfin, j'ai toujours hésité entre je voulais être actrice ou philosophe. Voilà. Évidemment, personne ne m'a jamais dit que je pouvais être les deux. Hein, Ouais. voilà. Ah, parce que t'es une femme. Parce que j'étais une femme. Et en fait, et c'était justement, j'ai l'impression que c'était enfin, actrice et philosophe, c'était les deux façons de réconcilier mon féminin et mon masculin. Pour moi, actrice, c'était vraiment mais la quintessence de la féminité, tu vois, fragile, disponible, sexy, tu vois, enfin voilà, l'actrice quoi, et qu'avec ça, comme je galérais avec ma féminité depuis toujours, ma mère attendait un garçon, je devais m'appeler Arthur, j'avais les cheveux courts, j'étais habillée comme un mec, et puis elle était très virile comme je te disais. Ouais. Donc, moi, la féminité, ça a toujours été très très compliqué. Et puis vraiment, je me sentais tellement horrible, je me sentais tellement mal aimée, pas reconnue, pas intégrée. Et donc voilà, l'actrice, ça me semblait vraiment être ça. Et puis très vite aussi, je me suis rendu compte que dans ce tout petit espace qu'on réservait aux femmes, j'allais exploser quoi, et que du coup j'avais, enfin que mes idées, mes pensées, mes ambitions ne rentreraient jamais là-dedans. Donc philosophe. Et puis parce que cette colère, dès petite, en fait, elle me donnait aussi envie de changer le monde. Ouais. Parce que en fait, c'est vraiment un sentiment qui peut être merveilleux, la colère. Bah, Enfin, en fait, c'est un moteur C'est puissant. un moteur très puissant. Parce que moi, c'est la colère au départ qui m'a donné envie de réfléchir sur le monde et de le changer. Tu vois. Et puis aujourd'hui, en fait, avec ce spectacle, j'ai l'impression d'avoir réconcilié les deux. Parce que pour moi, faire un seul en scène comme je fais, c'est de la philosophie, si on veut. Ouais, non, carrément. Enfin, c'est une réflexion sur notre monde. Ouais, sur l'humanité. Sur l'humanité, tu poses des questions. Voilà. Ouais, Pour moi, c'est la définition de la philosophie. de la philosophie. En tout cas, c'est comme ça que Et évidemment, je porte ce discours avec toutes mes compétences d'actrice et tout mon corps de femme et tout. Donc, je me sens aussi, pour ça, très épanouie dans ce spectacle parce que je réconcilie ma part philosophe et ma part actrice. Pour ne pas dire ma part virile et ma part féminine, parce que j'espère de tout mon cœur que il y a autant de dans un monde où la philosophie peut être féminine. voilà. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu vois la suite maintenant, entre guillemets, où tu as réussi à t'épanouir? Est-ce que c'est plus simple à voir ce qui t'attend ou au contraire c'est plus compliqué parce qu'en fait tu as peut-être atteint un stade où tu vois, je me dis encore une fois, c'est vrai que quand tu as des moteurs comme ça, comme l'envie de réussir, tu vois, l'envie d'épanouir, ça te drive jusqu'à ce que tu l'atteignes et parfois ça peut déstabiliser de l'avoir atteint. Ah, moi pas du tout, moi c'est vraiment tu vois quand tu fais un feu d'artifice, ça fait un truc tout fin et quand il arrive en haut il éclate. Et moi je me sens vraiment comme ça. J'ai l'impression que j'ai passé 40 ans tout droit concentré pour essayer de me trouver moi, de m'accepter moi, tu vois, donc j'étais sur moi parce qu'il fallait que je trouve cette voie, ce chemin jusqu'à moi-même, et que maintenant que j'ai trouvé, c'est merveilleux parce que je peux m'épanouir, je peux donner, je peux transmettre, je peux aider, je peux me tourner vers les autres, je peux aimer, et maintenant tout est possible, je peux tout faire maintenant. Enfin, là, je suis là avec ce petit bonheur et je me dis, oh, c'est merveilleux, je vais pouvoir écrire des livres, faire des films, faire des spectacles, faire travailler des gens. J'ai 15 projets. J'ai un projet sur les sorcières, justement, où j'ai envie de toutes mes copines actrices qui sont géniales, enfin actrices, chanteuses, danseuses, de faire un truc choral avec une quinzaine de nanas sur le plateau, sur les sorcières, etc. Je veux faire un spectacle aussi sur les violences obstétricales que je suis en train d'écrire là en ce moment. Je veux faire un film sur une comédie d'action. Genre pièce de cristal avec Bruce Willis, tu vois, sauf que c'est une femme. C'est une femme qui est en proie à la ménopause, machin et tout, et tu vois, une Sophie Marceau, mais elle sait se battre, elle est super belle, tu vois, en proposant un modèle, tu vois, un nouveau modèle d'héroïne. On n'a pas ça, on n'en a pas. Ouais, je suis d'accord. Et puis aussi un truc, une pensée que j'ai eue, mais très très jeune, à l'époque où je savais même pas que ça avait un mot, j'avais envie d'être une icône. Mais je ne savais pas que c'était une icône. Mais une icône, qu'est-ce que c'est une icône ? C'est quelqu'un qui fait de sa vie une œuvre d'art, qui fait de sa vie un statement, qui fait de sa vie
une prise de position, qui fait de sa vie un engagement. Un engagement, voilà. En étant un modèle soi-même, en se façonnant soi-même. Et en fait, je me souviens que petite, j'avais ce truc hyper narcissique, évidemment, hyper... de me dire, en fait, être moi-même actrice de ma vie et proposer quelque chose, tu vois. C'était flou. Et puis quand j'ai grandi, c'est devenu de moins en moins narcissique et de plus en plus, au contraire, philanthrope, en me disant, putain, mais il n'y a pas de modèle, quoi. Ils sont où les modèles de femmes ? Ouais. Et je me suis dit, il faut que j'en crée, quoi. Alors soit, déjà en commençant par moi, en me façonnant, tu vois, intellectuellement, physiquement, affectivement, d'une manière qui puisse inspirer. Ça a l'air hyper... comment on dit, prétentieux de dire ça, mais c'est pas du tout... moi je comprends, ouais, totalement, et surtout que c'était un besoin, en fait. Et en plus... Je pense que ça vient vraiment d'un besoin personnel et que je comprends aussi de vouloir représenter ce qui n'existe pas encore. Et c'est hyper humain de vouloir soi-même être ce qu'on admire, tu vois. Tout à fait. Ouais, je comprends. Mais en plus, c'est très... Avant que tu commences à enregistrer, je te demandais d'où c'était venu ton podcast et ton compte et tout. Et tu m'as parlé du fitness, enfin du wellness et pour moi, en fait, c'est vraiment la même chose. Donc, le fitness, ça part au départ du corps. Mais très vite, tu m'as dit que tu étais passé du fitness au wellness. Et donc, c'est... Ah ouais, carrément. Et en fait, pour moi, c'est la même... on est dans la même démarche. On n'est pas partis des mêmes endroits parce qu'on n'a pas la même vie, parce qu'on n'a pas... etc. Et on va sans doute pas arriver exactement pareil. Mais les deux dans une envie de changer les choses en commençant par soi. Ouais. Et dans quelque chose de positif et de solidaire et de solaire et qui se diffuse, qui se transmet, Je rêve que nos filles soient heureuses se disent, ah cool, je suis née femme. Ouais. Je suis née femme, je vais pouvoir faire ci, ça, je vais pouvoir être ci, ça, et ça, et ça, et ça. Je vais pas être obligée de choisir. Je vais pas... Ce truc d'avoir tout qu'on nous dit. Donc là, t'es pas encore dans les problématiques de faire des enfants, etc. Parce que t'es jeune, mais très vite, en fait, on te dit, on peut pas tout avoir. En gros, très vite, quand tu es une femme, on te dit tu vas devoir choisir entre avoir une vie personnelle épanouie ou une vie professionnelle épanouie. Mais tu ne pourras pas avoir les deux. On te le dit de toutes les manières. De la manière la plus gentille du monde en disant ah bah non ma chérie, tu sais, ou de la manière la plus désagréable en disant on va pas nous avoir. Mais c'est monstrueux. Est-ce que toi, tu t'es posé la question ? Non. Je me suis pas posé la question parce que j'avais vraiment une... Mais c'est très personnel. J'avais moi une envie très très forte de donner la vie. De maternité, ouais. Et d'ailleurs, j'aurais aimé même faire plusieurs enfants parce qu'en fait, cette envie, elle est... Alors, tu sais pas si c'est l'envie qui crée le corps ou le corps qui crée l'envie, mais je vois bien que j'ai un corps qui est... Enfin, fait pour ça, je suis tombée enceinte en 3 secondes. La grossesse est hyper bien passée, alors j'étais déjà âgée. L'accouchement, les premiers mois, enfin, il y a quelque chose de très naturel pour moi là-dedans. Je précise vraiment pour moi parce que je ne crois pas du tout à l'instinct maternel. Et je pense que des pères peuvent avoir la même évidence et que des mères peuvent ne pas l'avoir, des femmes ne peuvent pas. Enfin, vraiment, pour moi, il y a une... Mais il se trouve que... c'était le cas pour toi. Ouais, c'était extrêmement naturel. Et tellement naturel que moi, j'ai continué à travailler. Enfin, ça ne m'a... Si j'avais été seule au monde, avec ma grossesse, j'aurais pu continuer à tout faire. Sauf que tu peux pas savoir le nombre de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que j'étais enceinte. Mais tu peux pas savoir. Des choses déjà institutionnelles, c'est-à-dire que en France, le congé maternité est obligatoire. Je l'ai appris à mes dépens. C'est obligatoire. Tu ne peux pas prendre moins de 8 semaines. Tu es obligé de prendre 8 semaines. Mais t'es sûr ? Parce que moi, j'ai des exemples de femmes qui, 4 jours salariés. Après, sont retournées au boulot. Ça dépend, c'est salarié. Ouais, ok. Ouais, parce qu'entrepreneur, ça c'est sûr, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Ouais. Pour une salariée, le congé maternité est obligatoire. Et moi, à l'époque, j'étais à France Inter. Ouais. J'ai dit à personne... Enfin, j'ai jamais demandé de congé maternité. Ouais. La direction ne m'a pas su que j'étais enceinte, etc. Je suis partie accoucher. Donc j'ai pu travailler jusqu'au dernier moment. Je suis partie accoucher. Là, ils ont fait une chronique en disant que j'étais enceinte, que je venais d'accoucher, etc. Ouais. Du coup, la DRH a appris que machin et m'a dit on vous reprend pas avant 6 semaines. C'est tellement aberrant parfois l'administration, je trouve. J'ai dit pardon. Et si moi j'allais te reprendre, en fait, c'est pas possible, quoi. Non, ça n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit. Donc j'ai été en congé de force pendant 6 semaines. C'est absurde. Sachant que comment tu vis pendant 6 semaines avec un congé d'intermittente du spectacle? C'est-à-dire que j'étais censée, du jour au lendemain, vivre avec 30 € par jour. Ah, parce qu'en plus, t'as pas le même salaire. Mais non.
Quand t'es en congé maternité, t'as pas le même salaire. Mais non, tu Oh, pourrais la croire révolte. que... Non, mais tu pourrais croire que des femmes Je qui, ne en savais plus de pas travailler, sont en train de créer la vie. Tu pourrais imaginer qu'elles vont être payées double ou triple, ça serait normal. Bah ouais. Non, elles sont payées 2 fois moins. Ah bah oui, écoute, déjà qu'elles sont enceintes, elles vont pas en plus. Oh là là, mais c'est... Parce qu'attends, les congés payés, c'est le même prix. Donc moi, j'étais sûre que le congé maternité... T'imagines ? En vacances, t'es payé autant, mais quand t'enfantes, t'es non. payé moins. C'est quand même dingue. Ah ouais, non, c'est Et dingue. en plus, c'est t'as dingue. une chance sur deux de Je vais écrire au président. Non, mais c'est honteux. Donc il y a eu ça, il y a eu un employeur, je dis un employeur parce que j'ai pas le droit de dire son nom, etc., qui m'a viré dans mon dos de la pièce parce que j'étais enceinte, etc., qui allait dire à tout le monde que... Et surtout, ce qui était atroce, c'était les réactions des gens autour. C'est-à-dire que tout le monde, personne n'a Pris ta défense ? n'a pris ma défense. Mais personne. Ouais, bah tu vois, on en vient à l'histoire de solidarité. Moi, autant j'adore la solidarité, autant tu vois la faiblesse, j'appelle ça la faiblesse, la lâcheté C'est et l'hypocrisie. révoltant. Alors le pire c'est l'hypocrisie, c'est révoltant. Ouais, c'est révoltant. Et là, tu vois, sur ce truc-là, je crois qu'on touche peut-être à la seule colère que j'ai pas encore réglée. C'est-à-dire que dès que... Là, tu vois, j'avais envie de dire des trucs que je vais pas dire parce que ça regarde personne, mais tu vois, là, j'ai envie de parler de gens, de tout. Enfin, c'est-à-dire que tout de suite, là, j'ai une rage. Ouais. Mais vraiment, comme ça. Et je suis révoltée. Ouais, non, mais t'as raison, c'est physique. Moi aussi, parfois, j'ai cette... mais tu vois, je me demande si... On en revient sur la colère, mais c'est un moteur très puissant, mais je me demande si ça fait pas plus de dommages qu'on en a conscience. C'est probable. Parce que moi, pour avoir vécu aussi beaucoup de colère, bah du coup, à chaque fois, je la refoulais, à chaque fois, je me disais, mais tu verras, tu prouveras que... Ah non, il faut pas la refouler. Il faut qu'elle sorte. Ah ouais, mais moi, je crois ça, que je l'ai c'est refoulée, important. hein. Ah bah alors c'est pour ça. Enfin, en fait, comment tu la sors ? À part en pleurant. J'ai pleuré, tu vois, mais tout ce que je me disais, en fait, c'était très mental. Je l'ai vachement, je pense, intellectualisé. En mode, vraiment, c'était, tu verras. Ça, Ah ouais, tu alors, prouveras que... Effectivement, il faut la vivre à un moment. Il faut qu'elle passe... La colère, c'est une émotion. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas une pensée, c'est pas un sentiment, c'est une émotion. Donc, comme tout ce qui est émotion, ça siège dans le corps. Donc, il faut un moment que ton corps exprime cette colère. Sinon, effectivement, il va le faire de son côté. Donc, il va te foutre un cancer. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça, moi, je suis fascinée par les liens entre physique et mental. Ah non, mais je te jure... Et en fait, ça me fait flipper parce que moi, j'aime bien contrôler. Et là, c'est vraiment le truc sur lequel t'as limite le moins de contrôle. Mais c'est tellement vrai, ces histoires de... Et je crois que c'était quelqu'un qui est vachement aussi là-dedans, qui m'avait dit, en fait, c'est le mal a dit. La maladie. Ouais, bien sûr. C'est le mal a dit. Et en fait, tu vois... non, mais c'est brillant. Les personnes qui ont tout d'un coup des énormes poussées d'eczéma en période de stress. Donc ça, c'est le minime. Mais comme tu dis, parfois, qui développent des cancers ou des tumeurs parce qu'en fait, il y a quelque chose d'intérieur qui ne veut pas sortir. Ouais. Et je suis fascinée par ça. Ah bah il y a un bouquin qui pourrait t'intéresser, c'est le dictionnaire des mots et des maladies. D'accord. Mots M-A-U-X bien sûr, et que je me suis acheté, qui est passionnant. Dès que tu as un pet de travers, n'importe quoi, dès que une entorse, un mal de dos, une rage de dents, une bronchite, ou une maladie plus grave, n'importe quoi, n'importe quelle maladie, n'importe quel pépin, tu regardes et tu verras à chaque fois, il y a une explication. Tu dis mais c'est pas possible, ça t'éclaire sur ton état psychologique, mais c'est de la folie. Et parfois, il y a même une différence, tu vois, il te dit luxation de l'épaule gauche, c'est pas la même interprétation que luxation de l'épaule droite. Ah ouais. Oui. Et il te développe pourquoi. Et tu dis, ah la vache. C'est impressionnant. Ah, c'est dingue. Très très intéressant. Mais après, moi, mon côté cartésien est vachement. Mais après, tu veux très bien attraper une bronchite parce qu'il fait froid, tu vois. Oui, mais pourquoi est-ce que tu auras une. Il fait froid tout le temps, il y a des virus tout le temps, tu peux tout le temps attraper des bronchites. Et pourtant, il y a un moment, tu vas l'attraper. Alors qu'il y a 2 jours, tu l'as pas attrapé. Non, c'est vrai. Tu vois. Et puis après, la bronchite, elle peut aussi avoir des symptômes différents. Il y a quelqu'un qui va être aphone. Alors que t'as quelqu'un qui va juste avoir les boules. T'as quelqu'un qui va... Enfin, tu vois, tu vas avoir des trucs différents, des symptômes différents. Et ça a toujours un sens. Enfin, vraiment 90% du temps, un sens hyper flagrant. Et je trouve qu'il donne vachement à réfléchir du coup sur soi-même et sur l'état dans lequel on est. Je trouve que c'est une très bonne base. C'est vrai. Après, c'est pas suffisant, mais c'est un bon outil, je trouve, pour comprendre certaines choses, notamment quand c'est récurrent, en fait. Ouais, je suis d'accord. J'avais envie de te demander aussi, du coup, là, avec tout ce que tu as vécu, que ce soit au niveau personnel, professionnel, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou savoir quand tu avais 20 ans ? Ça, c'est une super question, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs...
Bah, moi, j'aurais aimé qu'on me dise un jour, à 40 ans, tu t'aimeras. Et t'aurais pas aimé qu'on te dise tu peux t'aimer dès maintenant? Si, mais justement, si on m'avait dit à 40 ans, tu t'aimeras, ça m'aurait permis de m'aimer dès maintenant. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Montrer que c'était possible. Ouais. Si on m'avait dit, tu vois, si une fée m'avait dit, tu sais, une voyante m'avait dit à 40 ans, tu t'aimeras, je me disais, bah, si à 40 ans, je m'aimerais, c'est-à-dire que je peux m'aimer dès maintenant. Enfin, tu vois, c'est ça le chemin que j'aurais fait, du coup. J'aurais aimé aussi qu'on me dise de ne pas sous-estimer, parce que je me rends compte que même dans mes histoires personnelles, sentimentales, amoureuses, mais aussi amicales, avec les hommes, parfois j'ai l'impression qu'on a de vivre une situation problématique entre un individu et un autre, enfin un individu et moi, alors qu'en fait il s'agit d'une relation problématique entre un homme et une femme. Et qu'en fait, ce qui pèse sur nous à ce moment-là n'est pas qui on est l'un et l'autre, mais le fait qu'il est un homme et que je suis une femme. Écoute, ouais, je me permets de te couper parce que ma soeur m'a passé un livre, Les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars. Ouais, tu l'as lu ou pas? Non, mais ça m'a toujours un peu... Bah ouais, c'est bien en fait. Bah en fait, du coup, cette dichotomie m'avait aussi beaucoup interpellée. J'ai pas encore fini le livre, mais en fait, ça confirme ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des comportements du fait de, pour moi c'est plus, encore une fois, c'est pas biologique mais c'est sociétal, voilà ce qu'on a intériorisé. Il y a des différences de comportement fondamentales entre les hommes et les femmes et qui expliquent énormément d'échecs de relations amoureuses. Et en l'occurrence le mec c'est un, je sais plus comment on dit, les mecs qui font les thérapies de couple, mais son métier c'est ça. Et donc voilà, énormément de témoignages et tout, en fait le sujet l'a passionné parce que lui l'a vécu avec sa femme et quand il s'est rendu compte qu'en fait c'est juste dans une telle situation la femme va la vivre hyper différemment que l'homme parce qu'ils vont pas avoir la même réaction, mais parce qu'encore une fois on attend une réaction différente de la femme et de l'homme qu'ils ont intériorisé, et c'est hyper éclairant, et je pense que c'est vrai que ça peut énormément aider les relations de couple, parce qu'en fait ça permet de comprendre entre guillemets la façon de penser de l'autre, ou alors voilà lui ses attentes, et du coup de désacraliser je pense le truc, parce que généralement dans les disputes t'es vraiment persuadé que l'autre a tort et que t'as raison, et que en fait c'est l'interprétation du problème quoi. Ça c'est sûr, toujours, j'ai mal entendu. Et donc toi, tu ressentais toi du coup cette différence homme-femme plus que moi-toi? Oui. C'est-à-dire que, dans des... C'est-à-dire que j'ai toujours considéré, parce que j'ai été élevée comme ça, etc., qu'on s'adressait à moi comme un individu. Et que ce qu'on attendait de moi, ce qu'on demandait de moi, ce qu'on m'offrait, était ce qu'on offrait à l'individu que j'étais. Ouais. Et en fait, je réalise que non, je suis une femme, et que dans la tête de beaucoup, notamment des hommes, ça fait qu'ils vont... certaines de leurs attentes et de leurs actions vis-à-vis de moi ne sont pas dues à qui je suis, mais juste dues au fait que je suis une femme. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que tu veux dire, ouais. Et notamment, moi j'ai toujours cru que plus j'excellerais, plus je réussirais dans mon métier, plus j'aurais de succès, plus je serais bonne, plus je plairais à des hommes. En fait, tu leur fais peur. Et en fait, mais bien sûr. Mais complètement. Et il y a même moi je parle du principe que... qui se sont barrés, Moi je parle du principe que du coup il valait pas le coup. Enfin sérieux, un mec qui a peur de sa femme parce qu'elle réussit, il vaut pas le coup genre. Ouais, alors c'est ce que j'ai longtemps pensé, sauf qu'en fait je réalise que même avec des mecs qui sont super et qui se rendent pas compte qu'ils ont peur et qui sont là, ils t'encouragent, ils disent ouais c'est super, et en fait ils t'aiment moins. En fait ils trouvent ça moins sexy. C'est plus fort qu'eux, c'est comme ça. Ils sont moins attirés par une nana qui va gagner plus qu'eux, qui va avoir plus de, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté je me dis comment tu veux désirer aussi une femme qui fait rien, non mais c'est pas rien, qui est au enfin non mais qui répond juste, ouais, aussi envie. Enfin, tu vois, moi, il faut être un peu, mais pas assez, quoi. Encore une fois, cette idée de femme parfaite. C'est ça, qui n'existe pas. Parce que moi, il y a plein d'hommes que j'ai séduits parce que j'étais qui j'étais, et qui m'ont fait de la cour pendant, tu vois, des mois, et après on a eu des histoires, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont venus me voir est aussi la raison pour laquelle un jour ils se sont barrés. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, non, en revanche, c'est pas toi que je vais épouser, c'est pas toi. C'était un fantasme, quoi. Ouais. Toi, mais un peu comme était ma mère, d'ailleurs. Tu vois, ma mère, elle a eu une vie... d'hommes qui ont été fous d'elle, mais qui se sont pas engagés auprès d'elle. Je me demande si c'est amené à changer. De toute façon, je pense que ça dépend de l'homme en soi. Hein. Tu peux tomber peut-être sur... Mais non, c'est ça. J'ai toujours cette idée de perle rare. Non, j'ai toujours cru que ça dépendait des individus. Ouais. Et en fait, ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans, c'est... En fait, il y a des choses qui, malheureusement, pour l'instant, sont incompressibles. C'est à partir du moment où il est homme et où tu es femme, il y a
pour l'instant, hein, j'espère que la société va évoluer, mais pour l'instant, avec effectivement ce qu'on a intériorisé tous de notre genre, de notre sexe, il y a des choses justement qui sont quand même très tristes, en fait. Bon, écoute, j'aimerais bien qu'on continue pendant des heures. Malheureusement, Ouais, là, oui. ça fait déjà pas mal de temps. Donc, je vais te poser la dernière question, qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? C'est vraiment l'impression que c'est ce que je viens de faire là, ces derniers mois, ces dernières années. Réaliser que c'est ta vie, c'est toi, enfin, je veux dire que tu pourras jamais changer, que tu es toi avec toi pour toujours, que tu es le maître de toi, le seul et l'unique maître de toi, de ton destin, de comment tu vas voir les choses, de comment elles vont t'arriver, qu'à partir du moment où tu fais la paix avec toi, avec le fait que tu es toi. Parce que je crois que c'est Oscar Wilde qui disait j'ai décidé d'être moi parce que les autres étaient déjà pris. Ouais. J'adore cette phrase, je trouve absolument géniale. Et effectivement, de dire rêver à être quelqu'un d'autre, ça mène pas à grand chose, quoi. Ça mène à être pas soi, quoi. Enfin, ouais. Ça mène pas au bonheur, en tout cas. Ouais. Et que pour moi, cette paix avec soi-même, elle est tellement agréable, elle est tellement réconfortante, elle est tellement épanouissante. Enfin, je sais pas, parce que j'ai l'impression que si j'avais entendu ces mots-là il y a même 5 ans, ça m'aurait pas du tout parlé, ça m'aurait pas du tout, j'ai la paix, j'en ai à foutre. Enfin, je pense que c'est trop récent dans ma vie pour trouver les bons mots, pour les faire comprendre à des gens qui n'en sont pas encore à cet endroit-là. Il faut encore que je réfléchisse un peu plus et qu'on en reparle dans quelques mois ou quelques années. Okay. Parce que là, je me rends compte que ce que je dis, si moi on me l'avait dit, ça m'aurait pas du tout parlé. Bon, mais la graine est lancée. Moi, je comprends quand même le concept, mais au pire, rendez-vous dans 5 ans. Ça. Ouais, parce que je pense qu'il faut que je peaufine. Tu vois, sur le discours de mon spectacle, ça m'a pris vraiment des années, mais je suis arrivée à un moyen d'expression vraiment où je dis vraiment exactement ce que j'avais envie de dire. Ok. Voilà. Et c'est un sentiment agréable, je trouve. Très agréable. Ouais. Et là, sur la question que tu me poses, c'est une question hyper intéressante. Je sens que je n'ai pas encore la maîtrise, tu vois, de la formulation de ce que j'ai en tête. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Noémie. Ça m'a fait trop plaisir. Et pour toutes les personnes qui, à mon avis, ont envie d'en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on les renvoie ? Où est-ce qu'on les renvoie sur Facebook. Oui, merci. Il y a des réseaux sympas maintenant où on peut trouver les gens. Donc sur Facebook, évidemment. Donc j'ai un compte perso qui en fait est dormant, mais il faut faire attention parce que c'est le même nom. Ouais. Et j'ai ma page, donc il faut aller vraiment sur ma page Facebook. Un compte Insta qui est neuf, qui est nouveau, mais qui est très sympa aussi. Donc voilà, je le mettrai dans les notes. Évidemment. Et puis en vrai, au Café de la Gare, là il me reste encore 2 dates. Ouais, j'espère que le podcast sorte après. Ouais, mais bon, j'imagine qu'il y a, comme tu nous as dit, un prochain spectacle qui arrive. Non, mais même ce spectacle-là sera en janvier au Théâtre de la Pépinière. Ah ok, super. Tous les dimanches, lundi à la Pépinière. Ok, parfait. Je mettrai aussi les notes dans le podcast. Merci. À bientôt, Noémie. Oui. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet échange avec Noémie. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux, en story et en vous abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez aller voir le spectacle dont on parle avec Noémie dans cet épisode, Féministe pour hommes, que je recommande chaudement, il joue encore à Paris au mois de février et mars, tous les dimanches et lundis au Théâtre de la Pépinière, et je mettrai le lien dans les notes du podcast. Encore un grand merci à vous et on se retrouve mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.